Bienvenue sur Astro-Roche, je suis Julien Sercourt, chargé de communication sur les astéroïdes. Ce podcast est effectué en compagnie du Dr Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur, Université Côte d'Azur. Patrick est également l'auteur du livre « À la rencontre des astéroïdes » chez Odile Jacob. Ce podcast est dédié aux astéroïdes, à leur importance scientifique et aux moyens de se protéger du risque d'impact, autrement appelé la défense planétaire. Ce podcast est le deuxième épisode d'une série consacrée à l'astéroïde Apophis. Dans le podcast précédent, nous avons présenté l'astéroïde Apophis et son passage près de la Terre en 2029. Aujourd'hui, intéressons-nous au rôle qu'a eu la découverte d'Apophis dans la prise de conscience qu'il fallait une réponse au niveau international au risque d'impact d'un géocroiseur. Alors, Patrick Michel, racontez-nous cette prise de conscience. Oui, Apophis a eu en fait un rôle très important puisque lorsqu'on l'a découvert en 2004, eh bien, les premiers calculs qui permettaient de savoir s'il allait nous tomber dessus, eh bien, indiquaient une probabilité relativement élevée d'impact avec la Terre en 2029. C'était de l'ordre de 2,7% lors des premiers calculs. Alors très vite, on a éliminé cette possibilité d'un impact en 2029. On a eu une incertitude en 2036, on en a déjà parlé lors du premier podcast. Exactement. Mais en fait, le fait est que lorsqu'on a eu ces premières estimations, certains d'entre nous se sont immédiatement interrogés, mais si cette estimation est réelle, que faisons-nous ? Oui. Voilà, ça c'était vraiment le problème. Dans ce cas-là, qui contacte-t-on ? Alors, est-ce qu'on contacte le président de la République ? Parce que entre le scientifique qui est capable d'évaluer un risque et celui qui doit décider ce qu'on fait, il y a un trou béant qu'il fallait combler, puisque moi je n'ai pas le téléphone de Jacques Chirac. À l'époque, c'était Jacques Chirac le président. Même du préfet, j'imagine. Même du préfet. Et donc, il nous manquait quelque chose. Et en fait, en discutant de ça lors de congrès avec certains collègues, en réalité, je pense que le premier qui a vraiment réalisé le problème qu'on avait était Rusty Schweickart, l'astronaute d'Apollo 9. Rusty Schweickart, pourquoi un astronaute s'intéresserait-il au géocroiseur ? Alors en fait, parce que les astronautes sont bien plus conscients que nous du fait que la Terre est en fait comme un vaisseau spatial dans un océan qui est l'espace, soumis à des tas de perturbations. Qu'ils vivent d'ailleurs lorsqu'ils sont dans la Station spatiale internationale, ou pour Rusty, qui a même été le commandant d'un module lunaire précédant l'atterrissage des astronautes d'Apollo 11, eh bien, ils sont soumis aux micrométéorites. Et oui, ce sont comme des géocroiseurs, mais en bien plus petits. Exactement, ce sont des tout petites poussières qui se consument dans l'atmosphère, mais sur l'ISS, on les voit. Et donc, du coup, en fait, les astronautes sont bien plus conscients de nous, de l'environnement de la Terre et du fait que cette Terre, même si c'est sur ces échelles de temps relativement longues, est soumise à des tas de processus qui peuvent créer un danger. Et donc, Rusty a tout de suite vu lors de la découverte d'Apophis, et quand on en a parlé, eh bien, qu'il y avait peut-être un problème parce que, en particulier, et je me souviens, j'en ai parlé avec lui même récemment lorsqu'on est allé le voir à San Francisco, on a déjeuné ensemble et il me rappelait ceci, qui est que lorsqu'on détecte qu'un objet peut nous tomber dessus, en fait, au départ, on ne sait pas exactement où il va tomber sur Terre. Oui. On a ce qu'on appelle un couloir d'incertitude, c'est-à-dire que sur l'ensemble de la Terre, il y a toute une zone où l'objet peut tomber. Et dans le cas d'Apophis, ça s'est allé alors de mémoire de l'Islande en passant jusqu'à la Chine. Donc en fait, extrêmement large. Exactement. Et donc plusieurs pays étaient concernés avant qu'on sache exactement où il tombe. Et donc il s'est dit tout de suite, mais c'est un problème international. Effectivement. Voilà. Même pour un événement qui pourrait être local, en l'occurrence, si Apophis tombait sur Terre, ça aurait des répercussions probablement sur plus qu'un seul pays, mais même pour un événement local, avant qu'on sache qu'il est local, plusieurs pays vont devoir réfléchir à ce qu'on fait. Et à partir de là, avec son association des explorateurs de l'espace qu'il a créée, qui sont en fait la plupart des astronautes sont dans cette association, eh bien, il a créé un rapport pour alerter le fait qu'il nous manquait une coordination internationale, et c'est aux Nations Unies, au comité d'utilisation
pacifique de l'espace, qu'on appelle le COPUOS, qui est situé à Vienne, que ce rapport a été pris en charge et qu'on a commencé à travailler sur la mise en œuvre d'une réponse coordonnée. Du coup, ça se passe à Vienne et non à New York. Exactement, parce qu'en fait, c'est le Committee of Peaceful Use of Outer Space, donc le comité d'utilisation pacifique de l'espace, qui prend en charge ces problèmes qui ne concernent pas que les impacts d'astéroïdes. Il y a aussi le problème des débris spatiaux, le problème des tas d'autres problèmes en fait qui concernent l'utilisation pacifique de l'espace, et en particulier comme si on veut dévier un astéroïde, eh bien, on peut mettre en œuvre des solutions qui peuvent poser problème. Il est logique que ce soit ce comité qui s'en occupe. Par exemple, si on voulait utiliser une arme nucléaire pour dévier un astéroïde, eh bien, pour l'instant, les traités internationaux l'interdisent, et c'est ce comité qui est en charge de ces problématiques. Et donc, à l'issue finalement de ce rapport de Rusty et de ses collègues, on a mis en place alors on appelle ça en anglais une action team, une équipe d'action, ça fait bien. Ouais, ça fait un petit peu G.I. Joe. Voilà, c'est ça, équipe d'action 14, l'action team 14, c'était pas 007. Et moi-même, j'ai très vite intégré cette action team qui avait pour but de recommander aux Nations Unies un schéma qui permet de définir une réponse coordonnée à ce problème de risque d'impact d'astéroïdes. Et c'est finalement, alors on a commencé dans les milieux des années 2000, et c'est finalement en 2013 qu'on a fait valider la proposition de la mise en place de 2 groupes de travail qui n'appartiennent pas à l'ONU, mais qui sont sous l'égide de l'ONU. L'un étant le réseau d'alerte international des astéroïdes, qui regroupe les experts du problème. Donc, par exemple, je fais partie du comité de pilotage de ce réseau. L'Observatoire de la Côte d'Azur en a signé la charte, et on a de plus en plus d'observatoires qui rejoignent ce réseau-là. Et le but de ce réseau, c'est d'être capable d'évaluer le risque, de prédire qu'un impact peut arriver et de le communiquer à un deuxième groupe qui, lui, comprend les agences spatiales qui sont capables de mettre en œuvre une mission pour dévier ou alors d'alerter la protection civile s'il s'agit d'évacuer une zone, etc. Donc chacun a trouvé, disons, sa voie, son domaine. Oui, en fait, c'est ça. Et ce qui était très important, c'est d'identifier les personnes que l'on peut contacter et qui ont autorité pour pouvoir gérer ce problème. Parce que c'était ça qui nous manquait en 2004. Une organisation. C'est de savoir, voilà, d'être organisé, de savoir à qui parler si jamais on identifiait un objet qui nous tombait dessus. Et là, pour le coup, le réseau d'alerte international, eh bien, c'est qu'il y a un autre groupe chargé des missions spatiales avec les contacts qu'on peut contacter pour dire, voilà, on a un cas problématique, discutons-en et voyons ce que l'on fait. Alors évidemment, tout ça prend du temps. Quand on travaille au sein de l'ONU, dès qu'on change la virgule d'un texte, il faut le retraduire dans je ne sais combien de langues. Donc on n'est pas encore prêt. Mais la bonne nouvelle, c'est que 2 groupes de travail existent et on commence à mettre en œuvre des critères pour savoir quand est-ce qu'il faut agir. Par exemple, si je découvre qu'un objet de 10 mètres va nous tomber dessus dans 100 ans, est-ce que, et de manière, imaginons, sûre, est-ce que c'est pertinent de tout de suite agir? Voilà, donc on est en train de mettre en place des critères, on a commencé à en élaborer, et on fait aussi des exercices, donc des simulations, où on s'entraîne à des cas imaginés pour voir notre niveau de préparation. Et ce sont des simulations qui regroupent différents métiers. Absolument, et c'est ça qui est passionnant d'ailleurs, c'est que cette problématique, comme d'ailleurs tous les risques à faible probabilité mais à haute conséquence, sont multiparamètres et nécessitent de prendre en compte des tas de disciplines, d'où la complexité et d'où l'important de s'y préparer bien à l'avance. Une pandémie, c'est un petit peu la même chose, il faut des experts en virus, mais il faut aussi des décideurs, les affaires légales, enfin, la sécurité civile. La sécurité civile, et là, dans le cas du risque d'impact, nous avons les scientifiques qui peuvent alerter, mais après, il y a les agences spatiales qui peuvent implémenter, il y a même le groupe des affaires légales qui peut dire qu'est-ce qui est légal ou pas dans cette histoire, on ne peut pas envoyer des armes dans l'espace. Imaginons par exemple qu'on prédise qu'un objet va taper sur la Belgique,
et que la Belgique n'a pas les moyens de lancer une mission pour dévier l'astéroïde, elle va demander à l'ESA de le faire, mais il va falloir faire un contrat de clause de non-responsabilité. Évidemment. Si jamais l'ESA rate son coup, qu'il y a des survivants en Belgique qui ne se retournent pas contre l'ESA parce qu'elle a raté son coup. C'est la fameuse blague, et les survivants contre qui ils portent plainte. Exactement. Donc du coup, tout ça doit être préparé et évidemment, il nous faut des experts de chacun de ces domaines, y compris des experts en communication qui peuvent nous aider à savoir communiquer le jour où il arrive quelque chose, de telle sorte que on ne crée pas des craintes injustifiées si elles ne le sont pas, ou alors que on ne sache pas bien expliquer aux politiques, à la protection civile qu'il y a une vraie menace, par exemple. Donc tout ça est en train d'être mis en place et c'est vraiment la bonne nouvelle. J'étais moi-même surpris que pour une pandémie, on n'ait pas élaboré une telle réponse. Et grâce à Apophis, qui a vraiment été le révélateur, oui. Eh bien, nous sommes en train de le faire et on le fait aussi dans le cadre de la conférence de défense planétaire, qui est une conférence qui a lieu tous les 2 ans, qui réunit tous les personnes impliquées dans cette problématique, encore une fois avec toutes les disciplines, et on s'entraîne aussi à répondre à ce problème. Donc voilà, on en est là et je pense que Apophis a vraiment eu un rôle majeur pour secouer un peu le système et nous obliger à nous coordonner. Eh bien Patrick, merci pour cette note finale très positive. Nous nous organisons, c'en est la preuve. Pour le prochain podcast, nous aborderons les actions qui peuvent être menées pour tirer profit du passage d'Apophis au plus près de la Terre en 2029.